Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde sur les paiements 3.0. Ce matin, nous allons explorer ensemble les mutations profondes que connaît l'univers des paiements, bousculé par l'innovation numérique et plus spécifiquement par la tokenisation. La tokenisation, quand elle s'appuie sur la technologie blockchain ou sur des infrastructures monétiques déjà éprouvées, s'impose comme un véritable game changer de cette décennie. Et donc, le but de cette conférence, c'est de démystifier ces nouvelles technologies, de dresser un bilan des avancées réalisées en 2025 et éventuellement de se projeter vers 2026. Nous verrons comment ces innovations comportent des défis, mais aussi des opportunités pour les acteurs du marché, comment elles transforment les parcours du paiement et comment elles permettent de renforcer la compétitivité des acteurs locaux face aux géants internationaux et préparent l'écosystème à des nouveaux usages numériques tout en garantissant, et c'est important, souveraineté et sécurité. Donc, je suis ravie d'accueillir ce matin un panel d'experts pour explorer ces questions. Et donc, je vais faire dans l'ordre. Alors, tout d'abord, Olivier Siri, vous êtes Global Head of Digital de J&D, c'est bien ça? Tout à fait. Merci d'être là. Marianne Verdier, vous êtes professeure d'économie à l'université Panthéon-Assas. Thibaut Pelé, vous êtes Global Head of Product Stablecoin de Worldline. Ensuite, nous avons Franck Lemonsu, vous êtes responsable Business Line, Real-Time Payment et Digital chez STET. Bonjour. Et enfin, Olivier Mansart, directeur adjoint projet et marketing et directeur du programme digital de CB. Bienvenue à tous. Bonjour à tous. Pour démarrer cette discussion, je vous propose d'abord, pour que tout le monde comprenne bien les enjeux, de donner la parole à Marianne Verdier qui va nous offrir un éclairage sur la blockchain, sur la question de la blockchain et les enjeux de tokenisation. Qu'est-ce que c'est que tous ces mots un peu barbares pour certains? Marianne, donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes simples ce qu'est la blockchain et au-delà de l'univers des cryptoactifs, comment elle sert de fondation à la tokenisation? Bonjour à tous. Alors déjà, je précise juste que mes explications n'engagent que moi et pas la CPR dont je suis membre du collège de supervision. Alors, en quelques mots, la blockchain, qu'est-ce que c'est? La blockchain, on entend beaucoup parler à travers l'univers des cryptoactifs. Il s'agit d'une technologie de stockage et de transmission d'informations sécurisées fonctionnant sans organe central de contrôle, qui peut fonctionner donc de façon décentralisée, de pair à pair. C'est-à-dire qu'on connaît tous le système, par exemple, des notaires ou des banques qui nous servent d'intermédiaires, qui nous servent d'organes central de contrôle pour vérifier et authentifier que certaines transactions ont eu lieu. Et bien avec la blockchain, tous ces processus peuvent se faire de façon décentralisée. Mais il faut savoir que les blockchains font partie d'une technologie beaucoup plus vaste, qui est la technologie des registres distribués. Donc la blockchain est une forme particulière de technologie de registres distribués. Et l'idée, donc, dans cette technologie, c'est de rendre possible l'enregistrement d'informations dans des bases de données distribuées auxquelles l'accès n'est plus centralisé. On n'aura plus besoin forcément de demander à chaque fois à un intermédiaire avant d'avoir accès aux enregistrements. Et cette technologie présente aussi un avantage, celle de coût d'audit réduit. Il est possible d'auditer les transactions de façon simple et à des coûts très faibles. Alors pourquoi on parle de blockchain et pas de registre distribué? Tout simplement parce que l'information dans cette technologie est structurée par chaîne de blocs. Il y a des blocs qui s'ajoutent les uns aux autres dans un certain ordre, et l'ordre bien sûr dans lequel les blocs sont ajoutés les uns aux autres compte. Alors, comment se passe l'enregistrement des transactions sur une blockchain et comment la magie opère-t-elle? Pourquoi est-ce qu'on arrive à se passer de nos intermédiaires centraux? En fait, la centralisation est quand même assurée dans cette technologie, mais plus par un intermédiaire. Elle est assurée par ce qu'on appelle un protocole de consensus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce protocole de consensus? C'est un ensemble de règles informatiques qui vont définir qui a le droit d'ajouter une transaction, sous quelles règles, et comment est-ce que la blockchain peut se construire, et sous quelles conditions, et qui a le droit aussi d'accéder au registre. Ça, je pense que c'est très important. Donc, tout est défini dans le cadre d'un protocole de consensus. Et ce protocole, à quoi sert-il? Quand on a un intermédiaire central de contrôle,
il peut garantir, si vous voulez, à tout instant que les informations présentes dans le registre sont authentiques et ont été enregistrées selon un certain corpus de règles. Et quand l'enregistrement des transactions se fait de façon décentralisée et qu'on a une copie de la base de données qui est présente dans un certain nombre de nœuds du réseau, le problème, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord à un instant donné sur l'état de cette base de données et que l'ensemble des nœuds du réseau soient d'accord sur ce que contient la base de données, ce que contient le registre. Et justement, le protocole définit des règles qui permettent à l'ensemble des membres du réseau de se mettre d'accord sur ce qu'il y a dans le registre à un instant T. Et aussi, ces règles permettent de faire en sorte qu'il est très coûteux de modifier le réseau, notamment dans les blockchains publiques, dont on aura l'occasion de reparler. C'est-à-dire que ça fonctionne avec un mécanisme d'incitation économique. Il est plus coûteux pour les participants d'essayer de frauder et de mettre en place, d'enregistrer des transactions frauduleuses ou erronées que d'enregistrer les bonnes transactions dans le réseau. Donc tout fonctionne par un jeu d'incitation défini dans le protocole. Alors cette technologie, elle est née avec le développement du Bitcoin, dont tout le monde a entendu parler. C'est une blockchain publique qui permet de réaliser des paiements en dehors du système bancaire. Alors c'est une innovation très importante et qui répond à un problème qu'on se posait depuis longtemps. Comment pouvoir payer comme avec des espèces dans un réseau de pair à pair sans s'assurer qu'on puisse effectuer des doubles dépenses, c'est-à-dire qu'on puisse dépenser 2 fois les mêmes unités de monnaie qu'on a utilisées pour acheter. Donc c'est une innovation importante qui a été effectuée et qui repose en fait sur une technologie de cryptographie pour sécuriser les transactions. Je ne reviendrai pas dans les détails dessus, mais il y a beaucoup de cryptographie dans les blockchains publiques pour pouvoir s'assurer justement que les transactions puissent être enregistrées. Alors, dans ces blockchains, il y a une autre innovation, c'est qu'il n'est pas nécessaire forcément d'être connu d'un intermédiaire pour pouvoir réaliser une transaction. Il suffit de disposer d'un pseudo, de créer une adresse, et puis on peut effectuer des transactions. Et puis, avec un système de clés privées et publiques, on peut s'assurer, si vous voulez, que les transactions sont envoyées au réseau et qu'on dispose d'une clé de déchiffrement pour pouvoir les déchiffrer et que les bitcoins ont été bien transférés d'une adresse à une autre et tout le monde peut lire sur le registre les mouvements des bitcoins d'un mouvement à chaque instant. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette technologie blockchain et dans la blockchain publique. Alors, l'engouement pour la technologie blockchain s'est manifesté par la prolifération des cryptoactifs. Il en existe plusieurs centaines qui proposent différents protocoles de consensus, différentes innovations, différents services. Et les plus connus, les blockchains les plus connus sont celles du Bitcoin et de l'Ethereum. Toutefois, il faut savoir que les blockchains ne sont pas seulement utilisées dans l'univers des cryptoactifs et dans l'univers de ces blockchains publiques auxquels n'importe qui peut avoir accès. Il y a aussi des blockchains privées qui sont utilisées par des acteurs pour proposer des services, pour tracer des transactions et pour réaliser des audits à des coûts très faibles. Donc, par exemple, Carrefour avait développé une blockchain pour tracer le parcours des œufs produits dans la chaîne de production et pour pouvoir contrôler à tout instant la provenance des œufs et auditer à très faible coût justement l'origine de la production des œufs. Donc voilà, si vous voulez, on peut paramétrer l'innovation de la technologie blockchain. Pour moi, pour résumer, c'est qu'on peut paramétrer le niveau de décentralisation d'un réseau de transactions et pas forcément de paiement d'ailleurs, il faut le dire. On n'enregistre pas seulement des paiements sur les blockchains, on peut faire beaucoup de choses avec une blockchain. L'innovation, c'est de pouvoir définir un degré de décentralisation arbitraire du plus centralisé au complètement décentralisé. Ouais. Voilà. On parle aussi de tokenisation. Est-ce que vous pouvez nous définir rapidement ce qu'est un token et surtout quel est l'intérêt du token dans le domaine monétique qui nous intéresse ce matin? Donc, à la base, un token, c'est un terme technique et informatique qui n'est pas utilisé uniquement dans le domaine de la blockchain. On peut utiliser, par exemple, des tokens dans le domaine de la sécurité pour effectuer des certificats. C'est un certificat horodaté et authentifié, qui n'est pas forcément utilisé pour la blockchain. Et sur la blockchain, le token, on parle de jetons en français, ce sont des instruments
qui permettent aux usagers d'utiliser une blockchain et à la blockchain d'évoluer. Alors, un jeton, ça peut être un jeton natif, c'est-à-dire, par exemple, sur la blockchain du Bitcoin, on utilise le jeton du Bitcoin comme unité de compte sur la blockchain du Bitcoin. Et c'est ce jeton qui permet à la blockchain du Bitcoin d'exister, d'évoluer et aux usagers d'effectuer des transactions sur la blockchain. Mais en fait, en réalité, il existe différents types de jetons et pas seulement des jetons natifs. On peut construire plein de types de jetons différents sur les différentes blockchains qui ne sont pas forcément natifs. Il peut y avoir des jetons de gouvernance qui donnent accès à des droits de vote ou encore des jetons qui offrent le droit de consommer un service, par exemple d'avoir accès à certains contenus privilégiés ou des systèmes de fidélité, ou encore on peut utiliser des jetons comme des tickets restaurants. On peut avoir aussi des jetons non fongibles qui permettent de visionner des œuvres d'art, par exemple. Donc en tout cas, les jetons, ce sont des systèmes de certificats qui sont utilisés dans un grand nombre de domaines et aussi plus spécifiquement dans le domaine de la blockchain. Alors, Olivier aura l'occasion d'en reparler un peu plus dans des termes plus techniques, parce que moi, je suis une économiste, je ne suis pas une informaticienne ni une technicienne du paiement, mais moi, je m'intéresse aux mécanismes économiques, si vous voulez, qui permettent à tous ces ensembles de fonctionner et aux stratégies des acteurs. Mais il y a une application très intéressante sur laquelle je pense Olivier pourra éventuellement revenir s'il a le temps. C'est notamment le principe de tokenisation des paiements lorsqu'on a besoin de payer sur un site Internet. Donc là, à l'heure actuelle, quand on paye sur Internet, on doit fournir son numéro de carte, les 3 derniers chiffres au dos de sa carte. On peut éventuellement aussi fournir son nom, son prénom. Donc ce sont autant d'informations qui peuvent être interceptées lors du paiement par Internet. Et on le voit d'ailleurs, il y a de plus en plus de fuites de données. Et donc ça reprend cette idée de l'intérêt de la tokenisation qui va permettre justement de sécuriser. Tout à fait. Donc l'idée, ça serait de remplacer toutes ces données par un jeton qui pourra être utilisé tout au long du parcours de paiement et dont Olivier pourra vous reparler. C'est le principe du PAN. Voilà. Exactement. Vous avez évoqué le Bitcoin et les crypto-actifs qui, au départ, étaient pensés pour le paiement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, paradoxalement, ils ne sont pas tant utilisés que ça pour justement payer? Et alors, qu'est-ce qui pourrait y remédier? Alors, ils sont très peu utilisés pour payer. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Alors, moi, j'avais travaillé en 2017 sur une étude mondiale sur la comparaison de la régulation des crypto-actifs. Et à l'époque, il existait une terminologie foisonnante pour appeler les crypto-actifs. On parlait de monnaie virtuelle, on parlait de crypto-monnaie, crypto-actifs. Donc en Europe, en France plus spécifiquement, on a retenu le terme de crypto-actif. Et ce n'est pas un hasard, il y a le mot actif dedans, parce que justement, on considère que ce ne sont pas des monnaies au sens du code monétaire et financier. Ça, c'est très important. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas considérés comme monnaie au sens du code monétaire et financier? Une monnaie en économie, ça remplit 3 fonctions: unité de compte, réserve de valeur, moyen de paiement. Bon, unité de compte, ça peut être assez compliqué d'utiliser des bitcoins comme unité de compte, puisque par exemple, si on veut acheter le bitcoin, si on veut acheter sa baguette de pain en payant en bitcoin, on va devoir payer 0,000001 bitcoin. Donc, ce n'est pas très, très facile pour les consommateurs d'utiliser des bitcoins pour aller acheter au quotidien, pour aller payer en tout cas des transactions de petits montants. Deuxième argument, alors là, je vous parle d'une transaction qui s'effectue dans le monde physique. Pour un certain nombre de raisons liées au protocole de la blockchain, notamment la règle de la chaîne la plus longue, on est obligé d'attendre un certain temps avant de considérer sa transaction comme définitivement enregistrée dans la blockchain. Donc personnellement, le soir, quand je rentre après avoir cherché les enfants à l'école, je n'ai pas 1 heure à attendre chez le boulanger après avoir payé ma baguette de pain. Et je pense que c'est le cas de la plupart des consommateurs. Donc ces paiements sont principalement utilisés pour réaliser des transactions à distance. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, l'information est structurée sous forme de chaîne de blocs. Dans une chaîne de blocs, on groupe
un certain volume de transactions et la taille des blocs en fait est limitée. On ne peut pas mettre plus qu'un certain volume de transactions. Alors il y a des systèmes parallèles qui existent pour désengorger la blockchain, hein, qu'on appelle par exemple le Lightning Network. Il y a des tas de systèmes qui peuvent exister, mais on n'a pas réussi, si vous voulez, en termes de ce qu'on parle de scalabilité, hein, c'est le terme à la mode, on n'a pas réussi à passer à l'échelle et à aller aussi vite, par exemple, que dans les réseaux de paiement comme le réseau carte bancaire. Il y a le temps de propagation d'un bloc sur le réseau. Déjà, propager un bloc pour que les autres validateurs décident de l'ajouter au registre, ça prend du temps. Ensuite, il y a le temps de validation du bloc. Par exemple, sur la blockchain du Bitcoin, il faut que les mineurs fassent tourner leurs ordinateurs et mettent en œuvre un processus coûteux qu'on appelle la preuve de travail pour valider les blocs et obtenir le droit d'ajouter un bloc dans la blockchain, en contrepartie de quoi ils sont rémunérés en Bitcoin. Mais d'ailleurs, ces transactions sont loin d'être gratuites aussi, puisqu'il y a des frais de transaction qui sont ajoutés à la plupart des blocs. Donc on parle aussi de transactions qui étaient à la base pas coûteuses, mais en réalité, elles sont devenues payantes et elles vont le devenir de plus en plus. Voilà, et enfin, de dire que c'est parfaitement sécurisé. Il peut y avoir aussi des problèmes sur ces transactions. Alors, je reviendrai pas là-dessus, mais vous trouverez un certain nombre d'éléments dans la littérature qui prouvent qu'il est possible de faire des attaques qu'on appelle à la double dépense, moyennant un certain pourcentage de la puissance de calcul du réseau. Ça se produit peu souvent, mais sur certains cryptoactifs, ça s'est produit. La blockchain du Bitcoin a relativement bien résisté, on peut le dire, mais sur d'autres blockchains, c'est assez fréquent. Voilà, donc ça, c'est les points. Ensuite, sur ce qui concerne la réserve de valeur, les cours des cryptoactifs sont très volatiles, entre 4 à 10 fois les cours des monnaies traditionnelles, selon des chiffres de la Banque des règlements internationaux, auxquels je vous renvoie. Cette volatilité est un frein à l'adoption comme réserve de valeur et comme moyen de paiement. Mais on sait aussi en tant qu'économiste, si vous voulez, que le fait que les cryptoactifs ne soient pas très largement utilisés comme moyen de paiement, ça contribue à leur volatilité. Donc si vous voulez, c'est une relation qui va dans les deux sens. C'est à la fois pas très utilisé comme moyen de paiement parce que c'est très volatile, mais c'est aussi très volatile parce que peu utilisé dans un moyen de paiement. Voilà. Alors pour pallier la volatilité, il y a eu l'idée de créer les stablecoins dont on va reparler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stablecoin ? Bon, ça, on le redira tout à l'heure. On va avancer parce que leur passe. Donc, vous le disiez, effectivement, il y a ces stablecoins qui ont été créés pour réduire la volatilité et on en parlera avec Thibaut Pellet. Un dernier mot rapidement sur la question de la régulation, parce que c'est quand même important. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce cadre réglementaire ? Alors, la régulation, elle est là pour mettre en balance deux choses. Le développement des innovations et la protection des consommateurs, tout en assurant l'articulation avec les systèmes financiers existants. Alors, pendant longtemps, l'Europe et les États-Unis ont adopté des approches très différentes concernant la régulation des cryptoactifs. La politique aux États-Unis, ça a été d'essayer de faire rentrer les cryptoactifs dans le cadre existant, et notamment la SEC a essayé de faire rentrer ces cryptoactifs dans sa régulation. Ça a changé parce qu'il y a une régulation qui a été mise en œuvre sur les stablecoins, mais qui a une logique un peu différente de celle qui est mise en œuvre au niveau européen. Et en Europe, et notamment en France, qui a été une pionnière dans la réglementation des cryptoactifs, on a très vite compris que la régulation n'allait pas être suffisante pour assurer l'interface des cryptoactifs avec celui de la finance traditionnelle. Et donc, la logique a été de comprendre pourquoi il était nécessaire de créer un cadre nouveau pour ces innovations. Et cette réglementation, elle était réclamée par de nombreux acteurs qui avaient besoin d'un cadre stable pour continuer à évoluer. Et les régulateurs, et notamment les régulateurs au niveau des différents pays au niveau européen, se sont accordés pour dire que les cryptoactifs présentaient un certain nombre de risques pour la stabilité financière et qu'il était nécessaire de créer des règles pour encadrer leur développement, et en particulier pour les stablecoins. Et on aura l'occasion de revenir sur ce point au cours du débat. Donc la réglementation MiCA fournit ce cadre. Elle sera amenée encore certainement à évoluer à la marge pour prendre en compte des difficultés relatives à l'absence d'harmonisation au niveau international des cadres réglementaires. Elle couvre plusieurs domaines:
l'offre publique de jetons, la définition des entités autorisées à émettre des jetons, la prévention des abus de marché sur les cryptoactifs, la protection des investisseurs, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et enfin, j'aimerais rappeler que la régulation n'est pas le seul mode d'intervention dans ce secteur, dans le secteur des paiements. L'État peut intervenir en tant qu'opérateur en créant des systèmes de paiement ou des moyens de paiement digitaux permettant de concurrencer les innovations comme les stablecoins. Ça a été le cas dans certains pays comme au Brésil avec la création du système de paiement instantané PIX, où on peut encore penser au projet d'euro numérique en Europe. Voilà. Et il est quand même à noter qu'un certain nombre de banques centrales ont noté comme motivation pour émettre un euro numérique la possibilité de pouvoir concurrencer les stablecoins émis dans l'univers des cryptoactifs. Merci Clémence. Merci beaucoup Marianne pour cette introduction. On va passer justement à l'opéralisation de la tokenisation monétique. Je vais commencer avec vous, Franck Lemonsus, TET, est l'opérateur du système de compensation des paiements de masse pour le marché français et européen. Et donc, quel est votre rôle précis justement en tant que token service provider et comment vous fournissez cet outil de tokenisation qui est essentiel et quelle offre vous pouvez développer autour, par exemple, je pensais pour le paiement mobile, l'e-commerce ou alors... Non, je me suis trompée de page. Excusez-moi. Je ne voulais pas commencer. Je me suis trompée. Alors, on reviendra sur cette question effectivement, de la façon dont vous créez les tokens. Non, c'était ça. Pardon, je me suis un peu embrouillée, je suis vraiment désolée. Donc oui, il y avait cette question, c'était sur les wallets et les portefeuilles numériques. Peut-être que vous pouvez rappeler aussi ce que sont ces portefeuilles numériques et donc dans quelle mesure vous intervenez dans ce système. Oui, bonjour. Donc en fait, STET est un acteur au service de l'interbancarité déjà. Donc on est effectivement le processeur de l'ensemble des moyens de paiement en France et en Belgique. Et puis notamment, principalement, donc la carte bancaire en France. STET, dans cet écosystème, il fournit un asset qui est aujourd'hui invisible, mais qui est utilisé dans de nombreux parcours numériques qui s'appelle la tokenisation. La tokenisation, le fondement, qu'est-ce qu'on fournit comme chez STET? Donc on dispose d'une infrastructure souveraine de digitalisation dans lequel en fait on va retrouver un asset principal qui est le cœur de la tokenisation qui s'appelle le TSP. Donc le TSP, c'est une définition qui a été faite par EMVCo qui définit comment on a la capacité de sécuriser et de digitaliser ou remplacer une donnée par un token. Et c'est le seul endroit en fait, où vous allez devoir, vous pouvez trouver la correspondance entre la donnée d'origine et le token qui sera utilisé demain. Au-delà de ce coffre-fort numérique que l'on crée, qui va pouvoir permettre aux différents acteurs de demander des tokens, on a à côté de ça un ensemble de moyens de raccordement qui sont disponibles pour STET. Donc raccorder qui? C'est raccorder tous les acteurs. En fait, notre rôle, il est central, donc c'est permettre ces digitalisations. Pour permettre ces digitalisations, bien sûr, il faut être connecté chez Apple, chez Samsung, chez Google. On est aussi connecté sur des services de HCE qui sont propres à des établissements bancaires. On en a parlé et il y en a eu quelques échos tout à l'heure dans les autres échanges. Demain, le wallet Wero aussi va être connecté chez STET. Donc tout ça va permettre en fait à l'ensemble de ces acteurs de venir demander des tokens CB. Et autour de ces assets raccordement, on a aussi tous les moteurs qui vont gérer tous les workflows et tous les cas d'usage qui correspondent à ces attendus d'assets. Donc, sur cette plateforme de digitalisation, en fait, on va retrouver plusieurs cas d'usage. On va retrouver tous les paiements mobiles. On va retrouver aussi la card on file. Et puis, tout récemment, ce que nous sommes en train de lancer, le click-to-pay, dont on reverra tout à l'heure peut-être quelques échanges avec Olivier. Donc, en fait, ce qui est important pour STET, c'est de proposer tous les moyens d'accéder à tous les cas d'usage. Donc, à un moment donné, avec une carte, on doit pouvoir être partout. Donc, si on souhaite être sur un Apple, si on souhaite être sur un appli bancaire, si on souhaite demain payer aussi dans les transports,
Donc c'est pareil, on doit pouvoir retrouver ce token partout. Donc être connecté partout, fournir le token à tous ceux qui vont le demander. Tout ça, ça se passe bien sûr dans des modes et des fonctionnements très sécurisés, avec des parcours qui sont définis et stricts. Et donc les acteurs principaux pour le paiement mobile qui vont demander des tokens sont les XP, sont les wallets finalement. Et tout ça, c'est une demande qui se passe parce que vous, comme moi, nous sommes allés faire la démarche de digitalisation de notre carte dans un wallet. Et donc, c'est là où nous entrons en compte dans ce cycle, puisqu'on reçoit de ces acteurs cette demande de digitalisation qu'on va bien sûr faire valider par la banque qui correspond à votre carte. Et puis après, on va tout préparer pour faire en sorte qu'on puisse envoyer vers ce wallet les éléments sécurisés qui vont demain vous permettre de faire votre paiement à travers votre wallet. Justement, comment ce jeton a des attributs de sécurité? En fait, comment vous pouvez gérer la fraude? On ne peut jamais prendre un token, avoir les informations qu'il y a dedans. Comment vous faites? Alors, la tokenisation, à la base, c'est bien remplacer un PAN par un token. Donc, en fait, on est bien dans une création d'un token qui est non prédictif. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, personne ne peut définir quel token State va émettre lors d'une demande de digitalisation. Bien sûr, on a un certain nombre de règles qui sont connues et de la place parce que c'est essentiel dans le mode de fonctionnement, mais quelque part, ça va venir se remplacer la carte au quotidien dans tous les circuits de paiement. Et personne, parfois, sait même que c'est un token qu'on utilise pour faire le paiement. Donc c'est aussi tout l'objet. Donc en fait, on ne sait pas que c'est un token. Donc déjà, on ne va pas forcément s'y attarder. Et après, globalement, on a associé à ce token un certain nombre de caractéristiques qui lui sont propres, qui peuvent ressembler à celles de la carte au départ, comme une date de validité, par exemple. Donc là, à la différence de la carte, la date de validité qu'on peut mettre sur un token est variable. C'est toute la force du token demain, c'est-à-dire que je veux créer un token, mais juste de 5 jours. Et je n'utiliserai que ce token pendant 5 jours. Après cette période, on ne peut plus l'utiliser. Ça, c'est un des axes forts. Et là, ça mobilise en fait aucun asset de la carte. Ça ne met pas en cause ou remet en cause l'usage de la carte, mais juste finalement l'usage de token. Sur ce token-là. Voilà. Associé à ce token, on peut aussi définir des domaines d'utilisation. Donc ces domaines d'utilisation, on peut très bien définir un token qui soit destiné à être utilisé par exemple sur un site e-commerce. Et ne pourra être utilisé que des paiements sur un site e-commerce. Tout ça. Et ça peut être un site e-commerce en particulier. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on peut aller sur le site CB pour acheter des choses, par exemple. Et donc, on peut avoir défini l'usage d'un token pour faire Juste uniquement pour le l'usage du paiement sur ce site. Et l'avantage, c'est que côté State, comme nous sommes processeurs de l'ensemble de ces moyens de paiement, nous voyons toutes ces transactions d'autorisation qui arrivent et qui passent par chez nous. Nous sommes donc en mesure de vérifier à chaque fois qu'une autorisation arrive, que le token qui arrive correspond bien à ces caractéristiques qui ont été définies et qui portent finalement le risque associé à son usage. On voit aussi que l'avantage de ce token, c'est qu'il peut avoir des cycles de vie qui lui sont propres. C'est-à-dire que on parle de fraude. Si, par exemple, vous avez des problèmes sur un paiement sur un site, plutôt que de mettre en opposition votre carte, vous allez simplement suspendre votre token et en recréer un autre. Donc c'est le gros avantage finalement de la tokenisation, c'est de pouvoir en faire décliner un usage qui va bien au-delà de celui de la carte, mais toujours dans un cadre de l'utilisation d'une carte bancaire. D'accord, merci. Justement, Olivier Mansart, State est l'opérateur de plateformisation de tokenisation pour CB. Franck l'a évoqué rapidement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Click to Pay CB, qui était une innovation majeure annoncée pour 2026, si je ne me trompe pas, et aussi de Card on File. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que CB en est sur ces deux, je ne sais pas si on peut dire objets, sur ces deux façons de payer? Et peut-être, est-ce que vous pouvez les définir pour que ce soit clair pour tout le monde? Bonjour à tous. Bonjour Clémence. Bien sûr. Donc, on parle beaucoup de Click to Pay. Donc là, on parle de déclinaison, d'utilisation d'un token. Et Franck a magistralement rappelé l'intérêt du token. Donc je parlerai paiement mobile peut-être plus tardivement, mais c'est le premier cas d'usage sur lequel on a mis en œuvre le token avec State.
Le deuxième cas d'usage, c'est ce qu'on appelle la tokenisation réseau. Donc, ce que vous appelez un token card on file, c'est en fait l'utilisation en termes de service de ce concept. En quoi consiste le service? C'est en e-commerce. Un certain nombre de commerçants veulent pouvoir enregistrer le numéro de la carte du porteur pour pas que le porteur ait à remplir à nouveau sa carte la fois suivante, ou pour des raisons d'achat multiples, d'abonnement, etc. Donc, quand le commerçant fait ça, il va stocker des données qui sont très sensibles, le PAN, la date de validité, etc. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment on peut désensibiliser ces stockages, puisque pour faire ça, le commerçant, il va avoir des contraintes de sécurisation très importantes pour lui, donc des coûts, de la complexité, etc. Et donc, est-ce qu'on est capable de lui donner un jeton qui serait désensibilisé et donc beaucoup plus simple à manipuler pour lui? Donc ça, c'est la promesse de la tokenisation card on file, qui est un cas d'usage qu'on a développé aussi avec STET, qui est un token différent du token mobile, puisque c'est un token qu'on va donner en fait à un commerçant. C'est un alias de votre numéro de carte en fait. Et la force, c'est qu'il va être spécifique à ce commerçant. C'est-à-dire que je suis client de Cdiscount, j'ai mon compte card on file, je vais avoir un token qui m'est propre et qui va être utilisable uniquement chez Cdiscount. Et tous les commerçants chez qui je veux avoir un abonnement, je vais avoir un token spécifique et spécifique à chaque commerçant. Donc en termes de sensibilité, on voit que ça désensibilise, ça apporte de la sécurité, etc. Après, c'est pas ça a aussi des caractéristiques de continuité de service qui sont liées au token dans un certain nombre de cas de figure, puisque pour le porteur, ça permet de ne pas avoir à ressaisir ses données cartes. Alors, suivant les conditions, il faut que le porteur soit d'accord pour faire ça, mais donc, dans un certain nombre de cas, on voit qu'il y a de la valeur sur ce service. Et la tokenisation embarque aussi cette capacité. Donc ça, c'est la promesse de la tokenisation. Après, on parlera peut-être après du calendrier, mais ce service, il est disponible. On a commencé à le déployer. Tous les émetteurs aujourd'hui CB sont dans le service. Et on commence à travailler avec les commerçants et les prestataires techniques d'acceptation pour offrir ce service côté porteur. Oui, le deuxième, vous me parliez de Click2Pay, donc c'est un deuxième service qu'on a construit l'année dernière avec STET, qui est disponible maintenant depuis début 2026, où on a la montée en charge à faire avec les établissements, on y reviendra. Et la promesse de ce service-là, ce qui est aussi un service en e-commerce, c'est d'avoir en fait un portefeuille du client. Et lui, du coup, il n'aura plus à rentrer ses données cartes, ni un token. Il va gérer son wallet où il a ses données cartes, il va y rentrer une fois. Et quand il va aller sur un site d'un commerçant, il sera reconnu avec soit son email, soit son téléphone mobile. Et le commerçant va pouvoir appeler ce qu'on appelle le SRC System, qu'on a construit avec STET, et qui permet d'afficher au porteur toutes les cartes qu'il a enregistrées dans son wallet Click2Pay. Donc j'ai 3 cartes dans ma banque, ou j'ai 3 cartes de 3 banques différentes. Je vais pouvoir enregistrer mes cartes dans ce wallet si je le souhaite, et pouvoir les choisir au moment du paiement. Voilà, sans avoir à rentrer de données. Voilà, donc c'est plus fluide, il y a de la sécurité en plus. Voilà, il y a plein de choses qui on pense, peuvent se développer sur ce service. Justement, toutes ces innovations, elles s'inscrivent dans le plan CB Dynamique 2026. C'est ce que vous avez décrit. Et est-ce que vous avez parlé un peu de calendrier? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur ce qui est déjà fait, ce qui reste à faire, là où il y a des blocages éventuellement des uns et des autres? Alors, je sais pas, je vais essayer de faire rapidement. Vous me dites si je suis trop long. Je pense que le plan CB Dynamique 2026 a été décidé avec les banques STET et CB en 2023. Donc un plan sur 4 ans avec des ambitions très importantes de remobiliser tous les acteurs sur les assets de CB et de STET, en particulier sur le digital. Donc c'était un défi
important parce qu'on avait lancé avec STET une offre digitale sur le paiement mobile qui était très très ambitieux. On avait construit un TSP qui visait à être agnostique, à traiter tous les schemes, etc. Et on a vu que c'était très compliqué parce qu'on avait une grosse bataille avec nos amis ICS et que donc le digital, c'était un lieu où, en gros, si CB pouvait ne pas faire du digital, c'était super. Et donc, un certain nombre de nos banques sont venues avec nous et d'autres qui, pourtant, nous avaient dit construisez cette offre, se sont lancés avec une offre de paiement mobile avec Visa ou Mastercard et sans CB. Et donc, 2023, à la fin du projet carte EPI, on a dit aux banques, voilà, faut choisir, il faut réinvestir dans CB ou alors on fait autre chose. Et donc les banques nous ont dit, oui, on va réinvestir dans CB et il faut que toutes les banques y aillent. Donc ils se sont tous regardés et ils se sont tous dit, on y va et d'ici à 2026, tout le monde va co-badger sa carte en paiement mobile. Et CB et STET vont nous accompagner, vont accompagner les établissements pour faire ça. Et aujourd'hui, en fait, on a embarqué tout le monde. On a la dernière banque qui va se lancer d'ici un mois. Donc c'est une grande réussite pour collective et pour CB Estate et pour ce plan Dynamique 2026 avec des répercussions importantes en termes d'activité. C'est-à-dire que en fait, on a doublé les volumes de paiement mobile sur 2025 déjà, donc c'est un super résultat. Et on va continuer à monter puisque on va être en année pleine avec tous les établissements. Donc c'est vraiment une grande satisfaction sur le paiement mobile. Après, comme vous l'avez vu, on ne s'arrête pas là. Donc on a des ambitions avec la tokenisation au réseau. On est en train de déployer et notre ambition, c'est que sur 2026, on arrive à avoir une massificative de nos grands e-commerçants qui sont le cœur de cible de cette offre, qui soient embarqués d'ici la fin de l'année. Et sur Click to Pay, donc on avait dit qu'on serait prêt fin 2025 pour démarrer un pilote avec les banques qui nous disaient il faut que vous soyez prêts, soyez pas en retard. Et en fait, là, les banquiers, on les pousse à démarrer. Donc, le momentum, ça va être fin du premier semestre où on va avoir les premiers banquiers qui nous rejoignent dans l'offre. Et on l'espère très rapidement derrière pouvoir lancer l'offre auprès des commerçants d'ici la fin de l'année. Ok, merci beaucoup. On va passer justement à une autre forme de tokenisation et de paiement digital. Thibaut Pellet, votre spécialisation, c'est les stablecoins. On en a parlé rapidement au début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est rapidement un stablecoin? Je pense qu'on a déjà un petit peu compris. Et surtout, quels sont ces enjeux et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de stablecoins européens? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Effectivement, ici, on est sur une table ronde paiement 3.0. Donc, non, mais on parle de cartes, de tokenisation, c'est des choses alors effectivement, qui sont des innovations. Et là, avec moi, on va essayer de se projeter encore un petit peu plus loin et de parler de stablecoin. Je sais que c'est un sujet qui est généralement pas évident. Avant de répondre très concrètement à la question, je veux juste aussi vraiment éviter une confusion qui est très souvent faite et qui n'est pas évidente, surtout quand on n'est pas initié, est liée au mot tokenisation. On parle beaucoup de tokenisation, notamment dans le monde de la carte, parce que ça veut dire quelque chose de précis et ça a été très bien expliqué. Mais en fait, dans le monde de la blockchain, on utilise exactement le même mot pour une chose qui est très simple, qui est de dire je crée une représentation d'un actif sur la blockchain. Donc si je crée une action que je mets sur la blockchain, par exemple, une action, un titre financier, on va dire j'ai tokenisé cette action. Bon voilà, donc n'ayez pas cette confusion et on pourrait même aller plus loin, puisque dans l'IA, ça veut encore dire un autre mot. Donc c'est vrai qu'en ce moment, pour le mot tokenisation, vous avez 3 définitions différentes et vraiment je voulais venir là-dessus pour que ce soit quand même clair, notamment pour les moins initiés, qu'il a le même mot utilisé malheureusement, mais pour 2 choses vraiment distinctes. Pour répondre à la question sur le stablecoin, alors effectivement, on peut parler de tokenisation, pas dans le sens de la carte, mais parce qu'un stablecoin, c'est ni plus ni moins que la représentation d'un actif financier, enfin d'un moyen de paiement même, de la monnaie en fait, sur la blockchain. Donc en fait, on parle de tokenisation de la monnaie. Très simplement, un stablecoin, c'est simplement un actif, donc c'est de la monnaie que vous avez, de la monnaie commerciale, on pourrait dire simplement. Et en fait, on va vous donner à la place cette monnaie, mais sur la blockchain. Donc c'est simplement un jeton qui vous est donné, non pas dans un compte, mais dans ce qu'on appelle un wallet.
et ce jeton, il représente de la monnaie. Et donc on a beaucoup d'acteurs en Europe, de plus en plus d'ailleurs, et on s'en fait, enfin, je pense qu'il faut qu'on s'en félicite en tant qu'Européens, avec notamment, je pense à Société Générale Forge par exemple, qui a été l'un des précurseurs à émettre son stablecoin, mais il y a également une initiative qui représente à date 12 banques commerciales qui s'appelle Kivalis, et puis on voit qu'il y a beaucoup d'autres acteurs européens qui sont également lancés, je peux penser à Odo, etc. Et c'est très important parce que ça vient un petit peu mettre en avant l'écosystème stablecoin et surtout amener à l'Europe une promesse qui aujourd'hui n'était portée principalement que par les États-Unis. Et justement, on a évoqué des stablecoins européens. Vous avez parlé d'une promesse qui n'était portée que par les États-Unis. On comprend, on en parle beaucoup depuis ce matin, qu'il y a quand même un enjeu de souveraineté, que cet enjeu de souveraineté est potentiellement énorme. Pourquoi est-il si crucial, selon vous, pour l'Europe de développer ses propres stablecoins ? Ouais, alors la souveraineté, effectivement, nous on pense qu'elle est évidemment extrêmement importante sur le sujet des stablecoins. Pour une raison très simple, c'est déjà qu'on regarde de quelle masse on parle. Les stablecoins américains, c'est plus de 300 milliards aujourd'hui de supply, ce qu'on appelle, donc de stablecoins en circulation, c'est plus de 300 milliards. Côté européen, on est à 600 millions. Voilà, je dois faire le calcul, je ne ferai pas de métaphore, mais je pense que vous voyez vraiment la différence. Et un stablecoin, pour que ça fonctionne, il y a un côté systémique, il y a une question de liquidité. Donc, le plus gros on est, le plus liquide on est, le plus utilisé on est. Donc forcément, quand on est sur des stablecoins européens, qui restent encore quand même très à la marge, on voit, en plus on se dit, est-ce que c'est pas complètement perdu? Et c'est un enjeu de souveraineté, pourquoi? Pour deux raisons à mon sens. Le premier, le stablecoin, c'est quoi finalement? Alors je l'ai expliqué la définition un peu littérale. Mais si on veut comprendre un peu ce que c'est derrière, en fait c'est simplement la distribution. Moi j'aime bien résumer ça à la distribution. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi simple d'accéder à des devises étrangères que depuis qu'il y a le stablecoin. En quelques secondes, je peux accéder à du dollar sur mon téléphone. Ça me prend vraiment 15 secondes le temps de me connecter et de débloquer mon téléphone. Ce qui était beaucoup moins le cas avant. Et donc on voit une expansion, notamment une distribution du dollar à travers ces stablecoins dans le monde. Donc déjà il y a une question qui se pose sur la dollarisation du monde, et du coup pour nous, de l'Europe. Et également parce que le stablecoin, je l'ai rappelé, c'est un moyen de paiement. Mais un moyen de paiement sur la blockchain. Donc on ne peut pas délier les deux en fait. La blockchain, ça permet, c'est une technologie, ça a été très bien résumé, etc. Donc je ne vais pas y revenir dessus, mais on peut faire de la tokenisation au sens blockchain d'actifs. Ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui, sur les marchés financiers, pour plein d'actifs financiers, qui sont émis sur la blockchain, comme ça a été expliqué pour des raisons liées à la technologie, mais avec un point d'interrogation, c'est comment je fais le règlement de ces actifs. Parce que si je mets un actif sur la blockchain, mais que je n'ai pas de moyen de régler cet actif, je me retrouve bien embêté. Le stablecoin, c'est cette réponse-là. Mais du coup, c'est une réponse souveraine, parce que si on veut permettre le règlement de ces actifs en Europe, où il y a vraiment un intérêt sur la tokenisation, encore une fois au sens blockchain, il faut qu'on se pose la question, quel est le moyen de paiement européen que je peux proposer à ce sens-là? Et pour être très clair, on parlait d'euro digital. L'euro digital, on ne va pas faire le débat ici, mais ne sera pas une réponse, parce que ce n'est pas la même technologie. Si je prends l'euro digital retail, ça ne va pas résoudre le problème d'actifs qui sont émis sur les blockchains publiques. Je pense à Ethereum, je pense à Solana, pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs, et qu'il me faut un moyen de paiement à ce niveau-là. Sinon, il n'y a pas d'intérêt de la technologie. Donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu de souveraineté qui est extrêmement important, si on ne veut pas notamment se faire disrupter par les US. Et justement, chez Worldline, quels services concrets vous proposez à vos clients, qu'ils soient bancaires ou marchands, pour faciliter l'adoption de ces stablecoins? Ouais. Alors nous, en fait, on regarde sur 4 segments, les stablecoins, dans la vision qu'on a poussée pour 2030. Je ne vais pas être dans le détail de chacun des segments, on n'a pas le temps, mais en fait, on pense surtout que le stablecoin va se développer d'abord dans le monde bancaire, un peu ce qu'on appelle wholesale, avant de toucher plus un monde retail. C'est-à-dire que vous, en tant que consommateur, vous n'allez pas utiliser un stablecoin demain pour payer. Pourquoi? Parce qu'on est en Europe, alors en plus en France, on est déjà souverain, notamment on a les paiements en carte qui sont souverains, Cocorico, on peut être très fiers. Qu'en Europe, on a des systèmes de paiement qui sont quand même très efficaces, je pense à SEPA, etc., enfin sur le prix des transactions. Donc le monde retail, à notre sens, ne va pas être le monde qui va être touché le plus rapidement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt dans le stablecoin. Encore une fois, il y a un intérêt sur la technologie derrière qui est la blockchain, qui permet de réduire le nombre d'intermédiaires parce que c'est un environnement de confiance. Et donc les segments qu'on explore, pour être très concret, ce sont par exemple au niveau du monde marchand, tout ce qu'on appelle le payout, comment je peux petit à petit ajouter du stablecoin dans la trésorerie de mon marchand. Et là, vous pouvez vous dire, c'est super, mais ça ne me sert à rien, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui. C'est pour ça que je parle toujours de sujets systémiques quand je parle de stablecoin, parce que l'intérêt derrière, c'est que le marchand il puisse réutiliser ce stablecoin, éventuellement lui-même pour faire ses paiements auprès de ses providers, ou alors
de faire ce qu'on appelle du cross-border, donc des paiements transfrontaliers. Et là, on a un intérêt parce qu'en fait, on traite avec du stablecoin sur une nouvelle infrastructure. C'est un peu comme si on était passé sur l'autoroute. Bon, bah, d'un coup, c'est super efficace. Donc il faut toujours penser avec un peu les deux côtés de la pièce. Et puis l'autre côté qu'on regarde, c'est tout ce qui est financial institution, hein, donc les institutions financières, où là, on regarde comment Worldline peut être cet acteur qui vient justement apporter ce côté distribution. Donc comment vous, en tant que banque, vous pouvez accéder à un et plusieurs stablecoins, des stablecoins régulés, parce qu'encore une fois, il y a à boire et à manger, donc il faut prendre uniquement des stablecoins un peu sérieux, j'en ai cité tout à l'heure, et pas tout prendre. Et comment on peut venir les apporter, parce que notre conviction, c'est que toutes les banques ne vont pas émettre leurs stablecoins, ça créerait de la fragmentation. Donc il faut se poser la question de comment les banques peuvent utiliser des stablecoins régulés de confiance et émis par d'autres institutions bancaires pour leur activité du quotidien, notamment le cross-border, le settlement entre banques, etc. Merci beaucoup Thibaut, c'était très clair et ça donne une bonne vue d'ensemble du stablecoin qui est effectivement encore plus l'avenir. On va revenir un tout petit peu en arrière avec vous, Olivier Serry. JND est un acteur clé de la sécurisation des cartes et de l'identité. Et donc, vous avez un peu une vision globale de toutes ces solutions digitales. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette question du wallet dans le contexte des paiements digitaux et pourquoi c'est devenu un élément central et qu'est-ce qui en fait son importance ? Tout à fait. Merci pour la question. Et merci pour l'invitation, Olivier et Carte Bancaire. Donc, c'est vrai que le wallet, c'est un peu la conclusion de tout ce qu'on vient de voir. On a vu des technologies, on a vu de la résilience, on a vu de la souveraineté. Mais au final, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il choisit ? Il choisit une application, il va choisir un Apple, il va choisir un Google, il va choisir idéalement l'application de sa banque, et c'est ça qu'il va utiliser. Et après, ce qui va être en dessous, s'il va utiliser du stablecoin, il va utiliser un flux carte ou un rail compte à compte, quelque part, ça devrait être transparent pour lui. Donc en fait, le wallet, c'est vraiment un peu cet élément. On utilise malheureusement le terme anglais, c'est souvent pour ça, mais c'est cette application qui est le choix de l'utilisateur, c'est lui qui le choisit, donc ça veut dire qu'il doit répondre à un besoin de l'utilisateur final, qui va pouvoir être utilisé dans la plupart des configurations possibles, donc sur un POS, dans un magasin en retail, en e-commerce, en person-to-person, tous les éléments de paiement que la personne va vouloir faire. Être un élément de confiance, c'est pour ça qu'on favorise beaucoup le fait que le wallet soit celui porté par la banque. Et on a parlé de Click to Pay tout à l'heure, c'est justement l'opportunité pour la banque d'être en contrôle, d'être au cœur de ce paiement, donc donner beaucoup plus de puissance aux applications bancaires telles qu'on les connaît maintenant, qui soit l'élément de confiance, bien évidemment, parce qu'il faut être dans la durée, dans la résilience. Donc il y a beaucoup de poids, et en même temps, c'est celui qui derrière va pouvoir combiner ces différents rails. On a parlé cartes, on a parlé account-to-account, on a Wero qui est passé juste avant, on a parlé stablecoin. Tout ça, c'est du chinois pour l'utilisateur final. Lui, ce qu'il veut, c'est payer. Comme je dis toujours, il n'y a personne qui se réveille le matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais payer. Ah, c'est super, je vais faire ça. » Non, je vais payer en stablecoin. Voilà, et je vais payer en stablecoin. C'est une décision qu'on n'aura même pas besoin de prendre. J'espère qu'un jour, un agent d'intelligence artificielle va faire ça pour moi. Même déjà, choisir quelle carte je dois utiliser dans mon wallet, c'est déjà une décision où je ne vois pas vraiment ce que j'apporte. Est-ce que je prends celle qui a des miles? Est-ce que je prends celle qui est en débit? Est-ce que je prends celle qui va justement sur mes bitcoins? C'est une décision qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Entre ces différentes cartes, en fait, ces différents moyens de paiement, vous parliez d'agent IA, mais est-ce que vous pourriez décrire ces différents... Pourquoi on utiliserait une carte ou un moyen de paiement plutôt qu'un autre en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on paye? Quels sont les différents degrés selon vous? Comme vous l'avez dit, donc, chez JND, on est un industriel européen des technologies de paiement, de sécuriser à la fois les paiements et les identités. On a aussi une vision globale. Donc c'est vrai que quand on regarde les déploiements dans d'autres pays, l'Amérique latine ou l'Asie, on voit que finalement, ces technologies de wallet ont cannibalisé certains produits. On fait de moins en moins de cartes de débit parce que les paiements compte à compte remplissent ce cas d'usage. Dans les pays qui ont justement du compte à compte, ils vont faire entrer la monnaie numérique pour la relation avec le gouvernement. Donc on imagine qu'il y aura déjà cette cohésion, on va dire, entre les différents moyens de paiement, la monnaie numérique pour les choses qui sont par rapport au gouvernement, le count-to-count et le compte à compte pour certains montants qu'avant on faisait en débit, la carte de crédit qui monte, on en fait de plus en plus,
parce que justement, c'est cette fonctionnalité de crédit, cette fonctionnalité d'assurance et les points qui vont avec qui sont différents, et l'acceptation universelle, ça reste toujours le sujet. Hein. Toutes ces solutions sont aussi souvent très locales, propres à un pays, propres éventuellement à une région au mieux. Donc, on se retrouve vraiment dans une évolution où ces différents rails, ils vont cohabiter. On ne voit pas l'un le danger de l'autre. Et je pense que la conférence qu'on a vue avec Martina et Philippe côte à côte et Régis, qui est avec nous là, c'est vraiment démontrer que les rails vont cohabiter. Et on aura bientôt, je pense, des rails stablecoin dans nos applications. Mais une fois plus... C'est pas qu'ils soient en concurrence, mais justement... Chacun trouve son cas d'usage. Pour aller encore un peu plus loin, comment vous anticipez les usages du futur? Là, on a parlé de la carte, on a parlé du paiement de mobile. Donc, c'est déjà, ça va plus loin. Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui va payer? Qu'est-ce qui va pouvoir payer? Comme a dit Thibault, on est dans un paiement 3.0, donc il faut quand même qu'on se lance un petit peu. Une des raisons pour lesquelles chez GND, on est des fervents défenseurs de Click2Pay, c'est quelque chose qui est structuré. Donc c'est structuré par IMVICO, on a des specs, tout le monde y a accès, donc on fait du Click2Pay en France, en Australie, en Asie, en Amérique latine, on en fait partout. C'est le wallet que les banques peuvent prendre pour reprendre le pouvoir. Donc si j'ai le choix entre choisir un acteur, je dirais, propre à mon device ou propre à autre chose, un acteur du marché, ou prendre ma banque, quelque part, ma banque, je l'ai choisie. Donc, s'ils sont capables de m'offrir ce service-là, j'aurai quand même une affinité pour aller sur l'application de ma banque et payer avec ma banque. Donc, Click2Pay, c'est cette opportunité-là. Donc, c'est vrai que là-dessus, on voit vraiment un intérêt fort, que ça se déploie, que ça soit que ça commence avec le rail card, parce que généralement, ça commence par le rail card, mais on a des démarrages de Click2Pay qui sont déjà sur compte à compte dans d'autres régions. Donc, on sait que Click2Pay va être multi-rail. Mais aussi, Click2Pay, c'est le wallet que ma voiture va utiliser quand elle voudra payer, que mon agent AI va utiliser quand il voudra payer à mon nom. Donc, c'est tout ça, pour nous, la vision sur Click2Pay, c'est de dire, si demain mon frigo fait des courses, je ne vais pas lui donner ma carte. Je prends. Ça serait pas mal. Hein. Ça, c'est pas mal, hein. Si ma voiture paye pour la recharge électrique ou le péage directement d'elle-même, elle aura accès à mon wallet Click2Pay. Voilà. C'est comme ça que les specs sont draftés chez IMVICO. Et donc, là, on réutilise tout ce qu'on a expliqué. Dans Click2Pay, il y a un token, donc c'est un wallet. Il a un contrôle d'accès avec de la biométrie, comme on fait en 2026. Hein. Donc, c'est quelque chose qui a avec une traçabilité du consentement, qui est important. Est-ce qu'on a laissé l'agent accéder à ce wallet? Est-ce qu'on lui a permis d'aller jusqu'à quel montant en autonomie? C'est l'importance de la confiance, justement, qui est clé en matière de paiement. Pour revenir justement sur ce que vous disiez et l'intérêt avec le Click2Pay d'avoir l'application bancaire plutôt qu'une application tierce, justement, on voit avec la digitalisation des moyens de paiement, et vous en avez parlé un petit peu, Olivier, le risque que CB presque disparaisse. Donc là, il y a eu un plan pour que justement, et on le voit, que CB ne disparaisse pas et le nombre de transactions fait avec CB a augmenté. Mais justement, pourquoi il ne faudrait pas que CB disparaisse et en quoi c'est vraiment vital pour la souveraineté de nos moyens de paiement? Qu'est-ce qui fait que c'est un enjeu qui vous dépasse presque, mais qui est encore plus large en France et en Europe? On a beaucoup parlé de souveraineté ce matin. Je pense que vous avez entendu le président. Il y a eu la table ronde aussi, comme l'évoquait Olivier, avec Régis, Philippe Lolani. Je pense que ces questions de souveraineté, elles sont au cœur de l'interbancarité française, de ce qui a été construit depuis 1984 sur la carte, sur les paiements de masse, la compensation, le règlement. Et on est en train de poursuivre cette œuvre. Pourquoi c'est important? Je pense qu'à certains moments, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « mais ça sert à quoi tout ça? Nous, on préfère les solutions globales, les trucs simples. » Et un certain nombre de petits Gaulois, mais on n'est pas les seuls, hein, en Europe, il y a d'autres pays qui font ça aussi, se sont dit « mais le paiement, c'est quand même très important de maîtriser le paiement. » Le paiement, c'est au cœur de la banque, c'est au cœur de la confiance qu'on a, l'argent qu'on a, l'argent qu'on va gagner au cours de sa vie, c'est au cœur de cette confiance. Et donc la souveraineté, c'est ça. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est garantir à nos concitoyens, à nos clients, qui ne vont pas être pris en otage par une décision géopolitique tombée d'un peu nulle part. Et je pense que, bon, moi je commence à être un peu vieux, mais
J'en ai vu plusieurs au cours des dernières décennies. Nous, à CB, on a accueilli les Russes dans les années 2000, qui se sont dit, mais on va peut-être faire notre système carte. Alors non, aujourd'hui, les Russes, hein, ils font des choses on n'aime pas forcément, mais voilà, ils ont aussi créé leur système parce qu'à un moment, ils se sont dit, on a besoin d'être souverain à un moment. Et de pas Les avoir un Chinois sont venus nous voir aussi. système Hein, américain aussi. et donc, je pense que ce qui est intéressant pour nous Français, c'est qu'on a construit des choses, on a un passé, on a un historique qui est fort là-dessus. Après, il ne s'agit pas de s'endormir dessus. Je pense que c'est l'enjeu de notre table ronde, c'est voilà, continuer à innover pour continuer à vivre et à offrir cette opportunité à tous nos clients, à tous les concitoyens français, européens, et faire en sorte qu'on ne soit pas pris à la gorge par un fou, une folle ou des problématiques de pénurie ou de disruption massive qui peuvent arriver, puisqu'on voit aujourd'hui que voilà, l'instantanéité, ça repose sur des mécanismes qui ont des fragilités, donc il faut investir dessus. On prévoit les trucs qu'on ne veut pas qui arrivent, hein, mais on se dit toujours si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc on travaille aussi là-dessus. Ouais. D'accord. Et effectivement, comme vous disiez, on l'a vu particulièrement cette année, la géopolitique s'est invitée dans tout ça. Et c'est vrai que CB est un acteur majeur. On a beaucoup parlé de paiement mobile, de paiement avec un frigo. Donc moi, j'ai une petite question. Est-ce que la carte bancaire va disparaître ? Je suis sûr que non. Et la carte, alors peut-être que c'est que la carte physique qui va disparaître ou même pas ? Je pense que les usages, ils évoluent. Et ce qu'on voit dans les enquêtes qu'on fait, hein, c'est que voilà, la carte plastique, elle a encore un bel avenir. Et je pense que nos partenaires, on a des industriels très forts français, hein, Idemia, G&D, Thales. Voilà, on fait tous ce constat que la carte physique, elle est importante. Et on voit que les questions de résilience que j'ai abordées un peu, elles sont aussi très, très sur le devant de la scène. Parce qu'il y a des risques géopolitiques, parce qu'il y a de la cybersécurité, il y a des problèmes cyber, etc. Donc on sait qu'on est attaqué de partout. Et voilà, le fait d'avoir le digital et la carte, je pense que ça nous met dans une bonne position. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, moi, je peux partir avec que mon mobile, courir et puis acheter une baguette de pain. Mais si je sais que je veux partir la journée et être sûr de pouvoir payer, je prendrai certainement ma carte avec. En plus du mobile. Tout à fait. On a vu, on a parlé de tout ça face à la technologie, en fait, la vitesse de la technologie, la nécessité de conserver la confiance des utilisateurs. On en a parlé un peu. Quelle est votre vision un peu à tous pour l'avenir du paiement digital en Europe ? Est-ce que vous pensez que justement, pour garder cette confiance, on va développer plus ce que vous avez essayé de construire là avec CB, peut-être des acteurs plutôt français ? Ou est-ce qu'on va continuer à aller de l'avant avec d'autres acteurs ? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous parler, on a parlé un peu du futur, donc très rapidement, vous, quelle est votre vision justement sur l'intégration un peu de l'intelligence artificielle dans les achats 3.0 ? Est-ce que CB va pouvoir proposer ça ? Vous disiez que votre agent pourrait faire vos courses pour vous. Comment vous voyez ça ? Je ne sais pas si vous, Olivier, vous voulez déjà répondre là-dessus. Est-ce que je ne vais pas monopoliser la parole. Rapidement, oui, je pense que l'agentique commerce, c'est une grosse actualité depuis quelques mois et qui s'amplifie. Donc il y a des annonces tous les jours. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Et donc on s'y attelle. On s'y attelle même en accéléré. Donc, et on va lancer, comme je pense que Philippe l'évoquait, voilà, on va être partie prenante dans des POC. On a développé avec Worldline des choses que vous pouvez aller voir sur leur site, sur leur stand ici, et puis sur le stand CB pour voir un petit peu déjà qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je pense que le champ des possibles, il est énorme aujourd'hui. Donc il faut beaucoup travailler pour voir qu'est-ce qui va avoir de la valeur pour les clients. Sur l'agentique commerce, ça bouscule beaucoup le commerce aussi. Donc il y a une problématique dans l'autre conférence Achat 3.0, donc il parle de ce sujet-là. Et sur la partie paiement, il y a des vraies questions sur voilà, la délégation, la responsabilité, etc., etc. Donc où il va falloir qu'on travaille beaucoup pour mettre en place des outils nouveaux
Je pense dans la continuité de ce qu'on a fait jusqu'à présent pour préserver la confiance des clients dans le paiement par carte. Franck et Olivier, justement, vous travaillez sur ces sujets? Pour faire un clin d'œil à Franck, justement, dans ton titre, tu as temps réel. Donc, c'est vrai qu'il y a un élément qui est important en 2026, c'est que vraiment l'attente des gens, c'est que tout arrive en temps réel. Donc, c'est-à-dire qu'on dépense avec une carte, on doit voir le mouvement tout de suite. On veut être au Le courant. fait que ce soit un batch qui passe la nuit, c'est de la science-fiction. Ça doit arriver tout de suite. On a des points, ils doivent arriver tout de suite. Donc vraiment, ce côté immédiat et transparent est important. Et je pense que ça a un gros impact sur les infrastructures qu'on construit. Maintenant, tout est vraiment en temps réel, transparent et avec la sécurité qu'on attend. Et donc, je pense aussi qu'aujourd'hui, on a beaucoup investi. L'ensemble des banques ont beaucoup investi. On a créé des assets qui nous permettent, je pense, d'aller demain vers ces autres moyens de paiement, ces innovations. Et comme dit Olivier, je pense qu'à partir du moment où on le prend en temps et en heure, on saura, côté STET, CB, mettre en place les dispositifs, les interfacer qu'il faut pour que les moyens de demain, les moyens de paiement de demain puissent continuer à opérer de la même façon qu'aujourd'hui sur des assets souverains STET, CB. Merci Thibaut. En un mot, vous voulez dire sur quoi travaille Worldline justement dans cette... Oui, bien sûr. Alors, il y avait deux questions dans votre question. Moi, je reviens sur ce que disait Olivier. Je crois beaucoup à la complémentarité. Je ne pense pas qu'il y en a un qui va tout prendre et remplacer les autres. Je pense que petit à petit, c'est de la complémentarité et de la transparence pour le consommateur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, sur le commerce agentique, il faut bien comprendre que ça va même beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer. Où on s'imagine assez facilement, je suis sur ChatGPT et je demande mon produit et puis je le commande. Mais en vérité, ce qui se cache derrière le commerce agentique, c'est une transaction de paiement qui n'est plus initiée par vous. Le paiement est complètement délégué à ce qu'on appelle des agents qui opèrent de façon autonome. Et donc, il y a énormément de questions dessous, mais la seule sur laquelle je vais retenir, c'est, et comme vous l'avez dit, c'est un nouveau... On a des rails de paiement, mais en fait, qui sont là uniquement... Enfin, pourquoi sont là les rails de paiement? Ils sont là pour supporter des cas d'usage. Et ce qui se passe avec l'agentique, c'est un changement d'interface. C'est-à-dire que c'est plus vous qui faites le paiement, c'est plus à travers votre téléphone ou plus à travers votre PC, c'est à travers un LLM, à travers un agent. Et donc, ça nécessite d'avoir des rails de paiement qui soient mis au goût du jour pour permettre justement toutes ces innovations, parce qu'elles vont arriver. Et alors quand on dit on saura mettre à jour quand il faut, moi je pense que c'est dès maintenant qu'il faut travailler, parce que les protocoles, et notamment venus des États-Unis, sont déjà très avancés. Et si on veut définir vraiment quels seront les protocoles européens demain pour servir le consommateur, c'est quand même l'objectif. Je pense que c'est déjà dès maintenant. Et effectivement, l'a rappelé Olivier, on a une démonstration au stand de Worldline, n'hésitez pas à passer, pour essayer de se projeter un peu sur à quoi ressemblera justement le paiement en agentique, déjà à court terme, mais aussi à moyen terme, et qu'on a fait en collaboration avec Carte Bancaire. Okay, merci beaucoup à tous. Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Merci Clémence. Merci Clémence. Merci Clémence.